chez Peval pour ce webinaire dédié aux assureurs et en particulier aux équipes commerciales et marketing. Je suis Dimitri Girardetti, associé Peval en charge de la practice assurance. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Antoine Bacalu, qui est le manager de Peval Sigma, l'équipe data science de Peval. Alors, pourquoi ce webinaire? Vous, assureurs, mutualistes, IP, vous avez vécu une activité commerciale évidemment très ralentie pendant le confinement. Vos équipes étaient soit au chômage partiel, soit donner un coup de main sur de la continuité d'activité, de la gestion, soit encore à rester au contact avec vos clients, mais dans une logique d'accompagnement non commercial. Bref, quasiment 2 mois sans activité commerciale, ça pèse, ça ne se rattrape pas comme ça. Donc, depuis quelques semaines, vous avez organisé la relance commerciale. Maintenant, si on fait comme ce qu'on avait prévu de faire avant la crise, on ne risque pas, malheureusement, de rattraper le retard accumulé. Donc, la question, c'est comment faire pour rattraper ce retard sur l'activité commerciale et que faire de différent pour aller plus vite, être plus efficace, que ce soit en conquête ou en multi-équipement. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous expliquer comment la data science agile peut vous aider à rattraper ce retard. Donc, ce n'est pas du tout un cours sur la data science, agile ou pas. On va essayer de vous expliquer très concrètement comment ça marche, comment ça peut vous aider, et on va le faire avec 2 exemples concrets. Vos questions sont les bienvenues. Merci de les poser par chat. On essaiera d'y répondre pendant le webinaire et de toute façon, on va garder un temps dédié à la fin pour y répondre. Alors, d'abord, un mot très rapide sur Peval Conseil. Donc, nous sommes un cabinet de conseil en transformation. On intervient beaucoup dans le secteur de l'assurance au sens large, pour des assureurs, pour des mutuelles, pour des IP, pour des courtiers. On intervient principalement pour des acteurs de taille importante, mais aussi pour des acteurs plus petits. On intervient sur beaucoup de sujets qui sont liés à la transformation, mais c'est vrai qu'on a un goût particulier et on fait beaucoup de choses sur les sujets de développement au sens large, marketing, distribution. Alors, quelques mots rapides sur moi. Donc, ça fait 20 ans que j'interviens auprès des acteurs de l'assurance, un petit peu aussi sur la banque de détail. Donc, je vous connais bien et ça fait plus de 10 ans que je travaille principalement sur des sujets liés au développement. Je passe le micro à Antoine, qui est le manager de l'équipe Data Science. Alors, je me permets de dire un mot sur Antoine. C'est bien sûr un data scientist, c'est forcément un ingénieur, un passionné d'IA, mais c'est aussi un consultant, et un consultant orienté business, orienté marketing et commercial, et qui travaille dans l'assurance. Et d'ailleurs, les 2 exemples qu'on va vous présenter, on a travaillé tous les 2 dessus. À toi, Antoine. Oui, alors, bonjour à tous, je me présente rapidement. Je m'appelle Antoine, je suis manager chez Peval et effectivement data scientist. Chez Peval, je m'occupe d'une équipe qu'on appelle Peval Sigma, qui est composée de spécialistes en IA et en data science. Avec cette équipe et après un parcours chez différents éditeurs de logiciels dans le domaine de l'aide à la décision et de l'intelligence artificielle, avec cette équipe chez Peval, maintenant, je me dédie à la mise en œuvre de solutions d'IA et de data science chez nos clients, principalement dans 3 domaines, la vente, le marketing et la relation client. Et ces projets, on les mis en œuvre dans tous leurs aspects, sur l'aspect outils et data, évidemment, mais aussi sur l'aspect organisationnel et adoption par les utilisateurs finaux des solutions qu'on leur propose. Alors aujourd'hui, ce que je vais chercher à vous donner, c'est des points de repère, des pistes concrètes et puis une méthode pour que vous puissiez identifier les bons projets et que vous ayez les bons réflexes pour les aborder sous le bon angle dans ce contexte post-Covid. Alors, la première chose que je vais vous expliquer, c'est que la data science, marketing et commercial, c'est un excellent pari pour cette période de sortie de crise. Pourquoi c'est un excellent pari? Parce que, comme vous le voyez sur ce schéma ici, on va parler de cas d'usage qui se situent en haut à gauche de cette matrice. Et en haut à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en haut, les bénéfices sont importants pour les assureurs. Et à droite et à gauche, pardon, ça veut dire que l'adoption par les assureurs est encore dans sa phase de start-up. Autrement dit,
il y a encore beaucoup d'acteurs qui ont peu ou pas du tout adopté la data science à des fins marketing et commerciales. Et ça vous donne donc, en ce contexte de sortie de crise, une opportunité pour vous différencier. La deuxième chose, maintenant que j'espère vous avez acquis cette conviction, en tout cas cette idée que la data science peut vous aider à vous démarquer, il y a le comment. Et le comment, c'est l'agilité. Et c'est pour ça que nous avons intitulé ce webinaire « Data Science Agile ». On observe deux travers importants chez nos clients dans le domaine du marketing et du commercial. Le premier, c'est celui qu'on appelle le silex, c'est-à-dire l'idée de continuer à faire des campagnes traditionnelles autour de produits et de canaux, essentiellement sur du push d'offres ou de promotion. Cette démarche-là, qui est encore largement mise en œuvre chez les assureurs, mais rassurez-vous, pas uniquement chez les assureurs, elle donne des résultats peu satisfaisants. Un chiffre à avoir en tête, une campagne mail traditionnelle, elle est ouverte par moins de 1% de vos clients. On le vit tous évidemment au quotidien par l'ensemble des sollicitations qu'on peut avoir de nos banquiers, de nos assureurs, de nos fournisseurs d'énergie et d'autres. Ces résultats-là, ces campagnes-là, elles ne marchent plus et elles marchent de moins en moins bien plus le temps avance. L'autre travers qu'on peut rencontrer chez nos assureurs, chez nos clients, c'est le travers usine à gaz. C'est-à-dire l'idée de mettre en place des chantiers techniques complexes et longs qui, du coup, mobilisent des ressources IT conséquentes. Alors, c'est pas mal en soi d'avoir une ambition de faire des projets importants, lourds, gros, c'est pas une mauvaise chose en soi. Simplement, ce qu'on peut observer chez nos clients, le travers dans lequel ça peut les mettre, c'est que le métier est souvent moins impliqué dans ce type de projet et que c'est beaucoup plus difficile pour vous d'anticiper le retour sur investissement et les risques. Et c'est essentiellement pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle de data science agile, c'est-à-dire de cette capacité à chercher à construire progressivement un produit fini sans démarrer tout de suite par la construction d'une usine à gaz. Le petit schéma ici que vous avez peut-être vu par ailleurs symbolise exactement cette idée-là. En haut, vous avez un projet non agile qui donne lieu in fine à une très belle voiture avec toutes les caractéristiques et toutes les bonnes options qui font une bonne voiture. Mais en attendant, dans les premières itérations, on a des roues, on a un véhicule qui n'est pas motorisé et sans doute qui ne roule pas très bien. Bref, c'est inexploitable pour le métier dans la première phase, ce qui fait qu'on continue à faire des campagnes dans un mode dit silex. En bas, vous avez évidemment ce qu'on recommande, qui est l'approche agile, itérative, incrémentale, classique, mais qui va permettre dès le début, dès le premier livrable, dès le MVP, d'avoir un premier produit qui va permettre de faire des campagnes déjà avec une amélioration sensible sur les résultats. D'où l'idée d'avoir un skate qui permet en fait d'aller plus vite, tout simplement, que d'être à pied, parce que déjà il roule. Et ce qu'on va s'attacher à faire avec nos clients, et ce qu'on vous recommande de faire vous en interne, c'est d'avoir cette approche agile, incrémentale et itérative, sans viser tout de suite, dès le départ, le produit fini. Alors, data science comme un outil pour sortir de la crise, le faire de manière agile. L'autre élément clé, c'est le faire avec les bonnes ressources. Et les bonnes ressources, pour vous donner un point de repère, c'est en fait, il y a une ressource clé dans un projet de data science, c'est évidemment le data scientist. C'est une ressource clé parce que c'est lui qui va comprendre votre problématique métier, comprendre vos données et choisir les bons outils statistiques, mathématiques ou de machine learning, par exemple, pour vous apporter des éléments qui vous permettront de prendre des décisions et d'agir. Et donc, ce traducteur qui fait le pont entre ces différents mondes, nous, on estime chez PEVAL qu'il a besoin d'avoir 3 composantes essentielles, 3 cordes à son arc. Évidemment, des cordes de mathématiciens et de statisticiens. Il doit être capable d'appliquer des techniques statistiques, des algorithmes, d'être à la pointe sur ce qui se fait de mieux sur le marché. Évidemment, c'est aussi un informaticien parce qu'il manipule des données, parce qu'il se branche à des systèmes ou qu'il récupère des données provenant de systèmes, parfois en données en volumétrie importante. Et que donc, il programme, évidemment, il fait de la programmation dans différents langages, et donc il doit avoir un bagage informatique important.
Et le troisième point qui est absolument clé pour réussir votre projet data science, c'est que votre data scientist ait cette connaissance métier, cette compréhension du contexte, cette curiosité finalement, qui fait qu'il viendra bien comprendre avec vous, avec vos équipes, avec vos commerciaux, pourquoi pas, les problématiques qu'il rencontre, afin de faire lui les bons choix dans la mise en œuvre de la solution et d'assurer que la solution qu'il vous fournit apporte le maximum de résultats. Alors, le bon sujet, l'agilité, les bonnes ressources. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du choix du combat. Comment choisir le bon combat quand on va mener un projet de data science à destination du marketing et du commercial. On vous a résumé ici les 5 grands thèmes sur lesquels la data science peut vous apporter des insights essentiels à votre activité. Le premier, c'est l'acquisition de nouveaux clients. Quel client dois-je prospecter en priorité, sur quel canal, avec quels arguments? Pas forcément évident, notamment quand on se développe sur un nouveau marché. On le verra dans un exemple. Mais c'est évidemment un axe sur lequel la data science peut apporter des insights essentiels. Le deuxième, c'est le cross-upselling. La différence principale étant, vous êtes sur votre base client installée, c'est des clients que vous avez déjà et donc pour lesquels vous disposez de données liées à leurs interactions, à leur historique. Et les analyses qu'on peut faire peuvent permettre de déterminer pour ces clients-là qui sont les clients les plus susceptibles soit de monter en gamme, soit d'acheter des produits complémentaires. Troisième bulle, la rétention. Qui sont les clients à risque? Comment je peux les retenir? Et à terme, quel bénéfice de chiffre d'affaires si je retiens ces clients-là? Pareil, la data science peut vous apporter ces insights. Quatrième point, important aussi, stratégie produit et pricing. On rêve tous d'avoir les meilleurs produits, c'est-à-dire les produits dont les caractéristiques matchent au mieux la demande et les besoins des clients. La caractéristique clé, évidemment, étant le prix, mais il n'y a pas que le prix, il y a aussi toute la configuration de vos produits. Et choisir la bonne configuration peut être fait grâce aussi à l'appui de la data. Et enfin, un cinquième axe qui est représenté ici en haut, parce que nous le considérons chez PEVAL comme étant transverse, c'est l'axe parcours client, parce que vous avez beau avoir fait les meilleures études sur qui étaient vos clients les plus appétents à laquelle de vos offres, ou qui étaient vos clients à retenir en priorité, encore faut-il déterminer à quel moment de vos parcours clients il est le plus judicieux de leur proposer cette offre ou ce service. Et la donnée peut aussi apporter des éléments essentiels sur ce thème. Merci Antoine. On va maintenant arriver sur un exemple très concret. Donc, le premier exemple, c'est un exemple conquête. Donc, il s'agit en l'occurrence d'un assureur qui a défini une nouvelle stratégie qui consiste à conquérir un nouveau marché qui est le marché des professionnels. Alors, le marché des professionnels, c'est un marché qui est très difficile. Vous avez à la fois la masse du marché particulier et la complexité du marché entreprise. Donc, l'ambition est forte. L'assureur en question met des moyens importants. Plusieurs dizaines de commerciaux, des leads apportés par un partenaire. Au bout d'un moment même, il fera intervenir une plateforme téléphonique pour la prise de rendez-vous. Et il a des objectifs très ambitieux pour s'implanter sur ce nouveau marché. Le problème, c'est qu'au bout d'un an, les résultats sont très décevants. On n'est à même pas 10% de l'objectif. Les commerciaux qui étaient très, très motivés au départ pour aller sur ce nouveau marché se cassent les dents, sont démotivés. Et même la plateforme téléphonique externe, en l'occurrence, n'apporte pas tant que ça, ne fait pas beaucoup mieux que les conseillers. Et donc, concrètement, seuls 4% des appels aboutissent à une vente. Voilà le problème. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait et comment la data science a pu aider notre assureur? Oui, alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons analysé cette problématique et on s'est assez rapidement rendu compte qu'il y avait en fait des données dans cette histoire et que ces données, en fait, elles étaient non seulement riches, mais en plus exploitables. Alors, riches parce qu'on avait en fait l'ensemble de l'historique de prospection sur 18 mois. On savait quel conseiller était allé voir quel client et avec quel succès à la fin. Une signature, pas de signature, quel montant versé, etc.
et riche aussi parce qu'on a pu aller chercher des données externes. Et ça, c'est évidemment un point clé en data science. On peut aller chercher des données externes pour aller compléter notre compréhension d'un problème. En l'occurrence, il s'agit d'une prospection sur un marché entreprise, en B2B, et les données externes que nous sommes allés chercher, comme vous pouvez sans doute l'imaginer, sont des données de chiffre d'affaires, de résultats, d'établissements, de dirigeants, de code APE et j'en passe, qui sont des éléments qui caractérisent les leads que l'on cherche à prospecter. Une fois l'ensemble de ces données agrégées, nous avons entraîné un modèle de machine learning qui a progressivement appris de ses expériences passées et a appris du coup à distinguer un lead bon, c'est-à-dire un lead qui a des caractéristiques qui font qu'on a tendance à réussir à lui vendre un produit, et à faire donc la distinction avec des leads moyens ou mauvais avec lesquels le conseiller a peu de chances de réussir. On a mis assez rapidement cette solution dans la main des conseillers pour leur prospection. Et on a même permis aux conseillers de continuer au système, d'aider. On a même permis aux conseillers d'aider le système à apprendre en permettant de faire un feedback. Est-ce que le conseil donné par la machine était-il effectivement judicieux? En mettant en place cette approche, on a vu trois bénéfices, enfin trois choses à retenir importantes. La première, c'est que, évidemment, je ne sais pas si c'est forcément évident, on a permis aux conseillers de gagner un temps important. Parce que dans ces données-là, dans ces entreprises à prospecter, il y avait une quantité importante d'entreprises qui tout simplement n'existaient plus. Les entreprises, ça change vite. Il y a des liquidations judiciaires, des personnes qui partent à la retraite, etc. Et ne serait-ce que faire le tri dans les entreprises qui existent toujours avait un bénéfice important. Je reviens sur la partie machine learning. On vous a parlé de la priorisation des appels sortants qu'on a pu mettre en œuvre. Et bien, cette priorisation, elle s'est réellement traduite dans les résultats. Vous voyez ici deux chiffres. On a augmenté de 21% le taux de contact argumenté, c'est-à-dire le nombre de conversations sur le fond qu'ont eu des conseillers avec des prospects. Et on a augmenté fortement, de 48%, le taux de prise de rendez-vous. Alors, ces chiffres, vous allez me dire, comment est-ce que vous les avez calculés? On a fait de manière très sérieuse une comparaison entre deux échantillons dans le milieu médical. On appelle ça, et c'est à la mode en ce moment, un essai doublement randomisé. Pardon. Et donc, nous avons mélangé des échantillons de conseillers et de prospects équipés de l'outil de data science et d'autres qui ne l'étaient pas. Et nous avons fait cette randomisation pour éviter tout biais de compétences ou d'expérience du conseiller. On a essayé de maximiser les chances que ce soit bien uniquement l'outil de machine learning qui impactait cette prospection. Et donc, c'est comme ça, en comparant l'échantillon A et l'échantillon B, qu'on a pu obtenir ces résultats qui ont permis ensuite d'étendre le projet. Troisième point important aussi, c'est la mise en œuvre en mode agile, je le disais en introduction. Ici, on est dans le cadre d'un MVP qui a été mis en place en 3 semaines. C'est-à-dire qu'on a travaillé à partir de données existantes, on est allé chercher de la donnée en ligne assez facilement et on a très vite pu mettre ce pilote dans les mains des centres d'appel au bout de 3 semaines. À la fin de la 3e semaine même, les premiers appels étaient émis en utilisant cette solution. Très impressionnant, merci Antoine. Deuxième cas concret, il s'agit maintenant d'un cas sur le portefeuille et on est chez un assureur vie. Donc cet assureur vie, comme tous ses confrères, est dans ce moment très compliqué d'univers de taux bas et même négatif. Or, les encours de ses clients sont très largement sur des fonds euros et pas sur des fonds en unité de compte. Et donc, évidemment, c'est un très, très gros problème en termes de rentabilité et d'utilisation des fonds propres. Donc, l'urgence, la priorité absolue, très forte, consiste à inciter les clients à faire des arbitrages sur leur épargne pour passer de fonds en euros très sécurisés, mais très peu rentables pour le client comme pour la compagnie, à des fonds en UC, qui ont plus de rendement et plus de risques. Et ça, ce n'est pas du tout facile, surtout quand, pendant des années, les commerciaux ont vendu des fonds euros avec le registre fiscalité, sécurité. On ne peut évidemment pas appeler tous les clients, ils sont beaucoup trop nombreux.
Et puis, il ne faut pas faire que ça, il faut aussi que les commerciales fassent de la vente, de la collecte. Donc, problème compliqué, comment on fait pour orienter les efforts des commerciaux vers les clients pour qui ça a du sens de passer de fonds euros à des fonds UC, évidemment en termes de profil de risque et d'un point de vue déontologique, mais aussi évidemment en termes d'appétence. Donc, sur ce sujet-là, tout le monde avait un peu son idée, fondée sur son expérience, ses convictions, mais pas de stratégie très très claire pour le faire. Donc, la commande auprès du marketing était « aidez-nous à prioriser l'action des commerciaux pour intervenir auprès des bons clients, profil de risque et appétence, pour un maximum d'efficacité. » Alors Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait? Oui, alors ici, si vous avez bien suivi l'introduction, il s'agit d'un cas d'usage de cross-upselling, bien sûr, vous l'aviez trouvé. Donc, ce qu'on a fait dans cet exemple, c'est qu'on a utilisé des données existantes. On parle de clients qu'on a déjà en base. Donc, on est parti de données sur les clients, les contrats. Important aussi, leur historique d'opération venant des cadres de gestion. Quels ont été les différents versements et arbitrages que ces clients ont réalisés sur ces dernières années. Ces données, elles nous ont permis de construire des clusters, c'est-à-dire des groupes de comportements homogènes pour ces clients. Et ces clusters, c'est des segmentations, mais elles sont en réalité beaucoup plus fines que les segmentations qu'on peut avoir de manière traditionnelle. Par exemple, une segmentation traditionnelle sur des CSP+, de 40 ans ayant tel contrat, elle peut rater des clients très appétents qui en fait ont des caractéristiques complètement différentes. L'approche qu'on a mise en œuvre ici, elle permet d'avoir ce clustering, ces groupes de comportements plus complets, plus fins, et donc, in fine, des meilleurs résultats dans l'activité de campagne. Alors, pour faire quoi? Pourquoi on a fait ça? L'idée, c'est derrière, à partir des résultats, de mettre en œuvre une stratégie marketing différenciée. Pour le cœur de cible, dans cet exemple, on a choisi de faire appeler les clients par les conseillers de proximité. L'idée étant de faire un rendez-vous avec eux et d'en profiter pour aller explorer plus largement leurs besoins. Pour les clients ayant une appétence avérée, mais moins forte, l'effort commercial étant plus important et nos ressources étant limitées, nous avons décidé d'utiliser une démarche de marketing automation, c'est-à-dire de fournir ces leads, ces clients-là, en contenu sur les unités de compte et de mesurer dans le temps si leur appétence a évolué, afin, au bon moment, de leur offrir les services d'un conseiller. Troisième cluster, troisième groupe, des clients non prioritaires pour lesquels l'appétence a été estimée faible et l'effort commercial important. Dans cet exemple, nous avons choisi de ne pas mener d'action commerciale envers ces clients afin éventuellement de réactualiser cette photo d'ici quelques mois. Cette approche, elle nous a permis d'avoir trois bénéfices concrets. Le premier, c'est, Dimitri l'a dit en introduction, on était sur un cas, ce qui est souvent le cas, ce qu'on observe chez nos clients, où on avait des intuitions hétérogènes des différentes parties prenantes du commerce, du marketing, de la direction générale. Et grâce à ce travail, on a pu passer de ces intuitions hétérogènes à une connaissance factuelle et partagée de l'appétence des clients aux unités de compte. Ce qui déjà a une valeur énorme parce que ça permet au collectif, à un codir par exemple, de se projeter dans l'action. Deuxième chose, on l'a dit, on avait des moyens commerciaux limités, ce qui est toujours le cas. On a pu faire des choix qui ont permis de mettre l'accent, l'énergie des conseillers sur le bon endroit, sur les clients pour lesquels une vente était réalisable. Et ça, c'est évidemment essentiel. Et puis, troisième chose, agilité à nouveau. On a travaillé dans une logique de MVP, là aussi, et ce plan de priorisation de prospection, on l'a rendu disponible à l'ensemble des conseillers en simplement 2 semaines. On a travaillé à partir de données déjà disponibles, sans déclencher de travaux lourds d'infrastructure, et c'est ça qui nous a permis d'aller vite et d'aller vite à l'expérimentation. Merci Antoine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe? Tu as parlé à chaque fois de 3 semaines, 2 semaines. Comment ça se passe concrètement?
Oui, alors 4 étapes. Dans les 2 cas que vous avez présentés, comme dans d'autres, hein, on va travailler en 4 étapes. La première étape, ça va être de déterminer avec vous les axes d'analyse qu'on va privilégier. Ça dépend de vos objectifs. C'est déjà quels sont, parmi les 5 thèmes que je vous ai montrés tout à l'heure, quels sont les thèmes prioritaires. Et puis au sein de ces thèmes-là, quelles sont les questions auxquelles on va chercher des réponses ou les intuitions qu'on a, qu'on va vouloir valider. Ensuite, sur cette base, on va aller identifier, collecter et mettre en qualité, préparer l'ensemble des données qui sont pertinentes pour résoudre cette problématique. Ce sera des données de cadre de gestion, de CRM, d'outils marketing, etc. Voire des données externes, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ensuite, on va construire, nous, avec nos data scientists, des modèles prédictifs qui vont permettre de prédire l'appétence de vos clients. Ici, on va utiliser différents modèles en fonction du problème, mais on a tout un bagage, comme tout bon data scientist, d'outils et de modèles qu'on peut utiliser dans cette étape. Et en quatrième étape, en quatrième point, on va déployer, et le but, comme vous l'avez compris, c'est de le faire vite, ces actions-là auprès des populations concernées, équipes marketing, commerciaux, conseillers, agents derrière en centre d'appel, par exemple, déployer vite sur un échantillon et mesurer. Ça, c'est absolument essentiel pour pouvoir vite vérifier que la solution produit les résultats escomptés et ensuite choisir d'étendre sur un périmètre plus grand, plus d'offres, plus de canaux, par exemple. Merci Antoine, très clair. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir pour construire une trottinette, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il faut retenir? S'il y avait 4 points à retenir de ce webinaire, qu'est-ce que c'est? Alors, 4 points à retenir. Le premier, c'est appuyez-vous sur la data science. C'est un atout majeur pour sauver votre année commerciale. Alors, ce n'est pas le seul. Il y a plein d'autres leviers que vous pouvez activer et que vous êtes sans doute en train d'activer depuis des semaines déjà. Mais en tout cas, c'en est un majeur. Deuxième point, choisissez le bon combat, c'est-à-dire celui qui fera la différence pour vous et vos clients en quelques semaines. Vous avez peu de temps, il faut pouvoir aller vite. Ça nécessite de faire des choix. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, évidemment, je le répète, c'est essentiel, fonctionner en mode agile pour avoir des résultats et des bénéfices rapides. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher progressivement à construire quelque chose de solide, d'important, avec un périmètre large, mais il faut commencer petit et il faut travailler en mode agile. Et dernière chose, partez avec les bonnes ressources, c'est-à-dire notamment sur les ressources clés, les ressources data science, celles qui parlent couramment le langage métier, le langage data. Parce que c'est la condition qui fait que vous pourrez travailler en mode agile, avoir ces résultats rapides. Vous avez besoin de ces traducteurs qui parlent les différents langages des différents mondes qui sont confrontés dans un projet data science. Et ces ressources-là sont absolument clés. Merci Antoine, très clair. Alors, c'est maintenant le temps des questions et des réponses. Il y a eu quelques questions pendant le webinaire. Si vous avez des questions, allez-y maintenant sur le chat. Alors, première question, ça c'est pour toi Antoine. Question technique. Quels outils et technologies utilisez-vous? Des logiciels du marché, des outils que vous avez développés vous-même? Et aussi, comment faites-vous pour vous brancher avec les SI existants? C'est souvent long et compliqué de développer des interfaces. Oui, alors il y a 2 morceaux dans la question, donc je vais essayer de répondre d'abord au premier bloc, puis au second. Le premier bloc, c'est quels outils? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un toolkit de data scientist basé sur des technologies open source qui nous permet de produire des solutions pour nos clients. Cela dit, on l'a dit en introduction, on est data scientist et consultant, à savoir, notre enjeu, c'est de trouver la meilleure solution qui répondra à votre problématique. Il peut donc arriver qu'il y ait des solutions du marché qui soient pile poil adaptées pour votre besoin. Auquel cas, on va vous aider à les trouver et on va vous aider à les mettre en œuvre lorsque c'est pertinent. Sur la deuxième partie de la solution, l'intégration est évidemment, comme dans tout projet IT, un élément absolument clé, vital pour réussir. On conçoit nous aussi l'intégration dans une logique agile, c'est-à-dire de se dire la première fois, à la fin de mon premier sprint, de mes 3 semaines par exemple, je n'ai peut-être pas sur tous les plans l'intégration idéale, mais progressivement, et nos outils le permettent, on va mettre en place
la solution industrielle, c'est-à-dire l'interfaçage avec les bons canaux, les bons systèmes de gestion, le CRM éventuellement, etc. Tu es en mute, Dimitri. Merci Antoine. Merci pour ta réponse très claire. Alors, nous avons une question sur le potentiel business. Quel est le potentiel? Vous avez cité des chiffres élevés, plus 40%. Quel est le potentiel? Est-ce que c'est magique? Antoine, tu… Alors, magique, non. Très clairement, pas magique du tout. Il y a du travail. Le potentiel, vous l'avez vu sur quelques exemples ici, les résultats sont toujours bons. Il y a toujours quelque chose à tirer sur ces démarches data science. Je ne peux pas vous donner évidemment une règle générale sur tous vos projets. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le fait d'y aller avec une approche incrémentale et itérative va vous permettre tout de suite, rapidement, en quelques semaines, de mesurer les résultats, comme on vous l'a montré dans ces exemples, et donc derrière, d'avoir des arguments de poids pour aller chercher, par exemple, un budget supplémentaire. Voilà, c'est la vertu d'être capable de présenter un ROI très solide, puisqu'il est fondé sur des résultats réels testés grandeur nature et non pas un business plan. Autre question. Vous avez cité plusieurs cas d'usage. J'ai plusieurs marchés, plusieurs segments de clients, plusieurs produits. Par quoi dois-je commencer pour avoir des résultats rapides? Alors, je vais répondre à cette question. Il n'y a évidemment pas de réponse standard. Ça dépend de votre business, etc. Mais très probablement, il faut commencer par le multi-équipement sur le portefeuille. Pourquoi? Parce que c'est là que vous avez le plus de données. Très souvent, le potentiel en multi-équipement sur votre portefeuille n'est pas totalement exploité. Et puis aussi, c'est un cycle de vente qui est plus court auprès de clients existants qu'auprès de prospects. Donc, généralement, commencez par le portefeuille, c'est là que vous aurez des résultats intéressants le plus rapidement. Nous avons une question très pragmatique, très concrète. Combien ça coûte, Antoine? Alors, à nouveau, je fais les liens avec la réponse sur le retour sur investissement. Ici, on parle de projets de quelques semaines qui mobilisent des équipes de taille raisonnable, de type de 3 personnes. Et donc, on est plutôt sur un budget de quelques dizaines de milliers d'euros pour initier le projet, avoir des premiers résultats. Voilà. J'en profite tant que j'ai la parole, Dimitri. Je vois une deuxième question de quelqu'un sur le chat. Est-ce possible de recevoir votre présentation pour la partager avec tous nos commerciaux? Oui, vous allez recevoir à la fin de ce webinaire, enfin demain plus exactement, la présentation et l'enregistrement que vous pourrez bien sûr partager autant que vous voulez. Très bien. Nous avons répondu toutes les questions exprimées sur le chat. Si vous avez encore une question, c'est le moment. On atteint le timing qu'on s'était donné. Donc, merci à vous. J'espère que ce webinaire vous a été utile, que vous êtes convaincus que ça peut vraiment vous aider à court terme et que vous avez appris des choses. Merci à tous. À très bientôt. Antoine, un dernier mot? Non, merci à tous. Excellente fin de journée à vous et puis à une prochaine. Merci. Au revoir.